Bonjour à toutes et à tous, ceci est un extrait que vous allez écouter dans un format beaucoup plus court, un extrait d'un épisode qui a été réalisé précédemment. Si vous avez envie de l'écouter en entier, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode en entier. Je vous souhaite une très bonne écoute. Est-ce que tu te rappelles d'un moment, je crois que tu l'as pas mal évoqué, où tu t'es vu et où tu dis à Rafa cette phrase-là, qu'est-ce que je fais grosse ? Et lui, il te répond, t'es comme ça. Mais avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse. Ouais, toujours, mais il a toujours été méga honnête. Raph m'a toujours dit dans tous ces moments, parce que ça a été des questions qu'on m'a beaucoup posées, parfois même un peu sur Instagram, et que j'ai pas trop réussi à aborder, parce que c'est de l'intime et qu'il y a toujours, j'ai un peu, voilà. Mon mec, dans tout ça, parce que qui dit mon mec ou ma meuf, c'est exactement pareil. Finalement, c'est le couple, donc une personne qui t'a un point B et la vie, et puis après, tu es une personne point C. En plus, enfin, en positif, en négatif, on s'en fiche. Ça, c'est encore une fois de plus. Chacun, c'est le couple qui doit te déterminer ça. Est-ce que ça a été un sujet pour lui ou pas ? Pendant longtemps, très très longtemps, si je veux être très honnête, j'ai cru que ça l'avait pas vraiment été, parce qu'il a toujours été très bienveillant avec moi. Il m'a jamais, pas encore heureux, mais c'est fou de dire ça, mais malheureusement, c'est pas le cas tout le temps. Il m'a jamais dénigré, il m'a jamais insulté, il m'a jamais regardé à un point où je me suis dit, oulala, ça va pas. Il m'a toujours désiré. Je revois des fois des photos de nous, il est trop content, il a les mêmes, ça c'est le même mec quoi, le même mec avec pas la même meuf. Et mais en discutant avec un peu plus de recul, je me suis rendu compte qu'il y avait eu quand même plein de choses qui avaient été difficiles pour lui. Je pense que Rafa, ça a toujours été un mec où, je vais être honnête, le corps, la sexualité, l'intimité est très importante pour plein de gens, mais particulièrement pour cette personne. Me retrouver, que je sois sa nana. Et c'était pas le fait d'avoir pris des kilos qui était dérangeant. C'était le fait que sa meuf avait changé. C'était le fait que je veuille pas qu'il rentre dans la salle de bain avec moi, que ce que je disais, que j'éteigne la lumière, que quand on faisait l'amour, ça paraît cliché, mais en tout cas, c'était le cas. Une condition physique de chips, mine de rien, dans les ébats, c'est différent. Ça l'était, je parle pas pour tout le monde, mais pour moi, ça a été différent. Un petit peu moins YOLO, quoi. Un petit peu plus straight to the point. Et ça l'a coûté. Ça, c'était pénible. Ça, c'était différent. Et ça, c'était dommage parce que c'était pas sa meuf. Et il me l'a jamais remarqué. Et ce qui était le plus dur pour lui, ça a été pas que je me mente, mais que je veuille changer toutes les 4 matins et que j'y arrive pas. Parce qu'il y a quand même plein de moments où tu as conscience de tout ça. Donc il y a des fois où tu te caches et tu vas mettre un pantalon un peu plus large. Et puis il y a toutes ces fois où tu te dis le vendredi, lundi, c'est fini. Ou lundi, j'arrête. Ou lundi, je me mets au sport. Ou lundi, je bouffe que de la salade. Ou je sais pas ce qu'on peut se dire d'idiot. Mais il y a toujours ce truc de je commence lundi et lundi, c'est fini. Ou allez, au 1er janvier. Ou j'en sais rien. Et lundi arrive. Et puis mardi. Et puis mercredi. Et puis t'as pas démarré. Et ça, quand t'es le partenaire, quand t'es celui d'à côté ou celle d'à côté, j'imagine que ça doit être lourd parce que ça dure des mois et ça dure presque des années. Et un de mes traits de caractère, ça a été toujours la détermination. Et là, il y a comme une partie aussi de moi qui cassait à ses yeux, tu vois. Il se dit, ok, mais ta déter, elle est où, tu vois. Et étant donné que je suis avec quelqu'un de sportif, qui sont capables de partir en Thaïlande, se faire un mois entre copains, à boire des bières et manger des chips, et puis quand c'est l'heure de l'entraînement, ils vont se buter derrière un terrain et reprendre une shape en 3 semaines, et toi t'es là derrière, j'arrête lundi, et puis lundi t'es même pas capable de pas trop servir tes pattes, tu vois. Donc ça, c'était pas compréhensible, pas trop patient là-dessus, et sans parler de tous les trucs que j'ai essayé d'acheter, genre de régime, des nanas, où je dépensais un fric fou. Il voyait des colis arriver et il me regardait et faisait « Tu fais n'importe quoi. » C'était trop chiant. Arrive août 2022. Il te demande en mariage. Ah oui. Quand vous êtes en voyage. Ouais. Et ça, est-ce que pour toi, c'est aussi un des premiers déclics ? Ouais, de fou. Donc il me demande en mariage. C'est trop bien. T'as vu, je connais bien les dates. Hein. Ouais, c'est vrai. Moi, tu m'as regardé genre août 2022. C'était hyper long. Août 2022, qu'est-ce que j'ai fait août 2022, effectivement, il me demande en mariage.
trop contente, tout ça. Et genre presque le lendemain, donc normalement t'es un peu sur ton petit nuage, le lendemain je me dis comment je vais faire. Pas pour cette putain de robe de mariée qui excite tout le monde et qui moi n'était pas du tout mon sujet, j'aime pas les robes en plus. Moi c'était plus de me dire comment mon futur mari va m'épouser et épouser la meuf dont il est pas tombé amoureux. Genre j'étais juste ça, s'il m'avait croisé là à ce moment-là en août 2022 dans la rue, est-ce qu'il m'aurait regardé? Je suis pas sûre, tu vois. Genre est-ce qu'il se serait dit je vais aller là, lui faire un petit message, tout ça? Peut-être pas. Et donc du coup pourquoi il va se marier avec une nana qui physiquement et même un peu moralement et même un peu beaucoup moralement et physiquement, pourquoi elle ne ressemble pas à celle dont il est tombé amoureux? Et j'étais totalement consciente qu'à ce moment-là, il m'a demandé par amour, mais je me suis dit qu'il était hors de question qu'il se marie pas avec la même meuf. Et ça a été le premier gros parpaing dans la tronche de tout ce cheminement derrière, qui était un parpaing finalement aussi de regard de l'autre, qui n'était pas du tout pour moi. À ce moment-là, je me dis pas ça. Ça serait trop bien que tu perdes quelques kilos pour te sentir en forme et mettre un pied devant l'autre et arriver à bouger un peu plus. Non, je me suis dit, son regard à lui était important pour moi. Et donc de août à décembre, j'essaye. Donc je fais ces départs du lundi qui sont foirés. J'essaye le mercredi, j'essaye le jeudi. Tu les appelles les faux départs. T'as eu plein de faux départs. C'est des faux départs, ouais. Plus ou moins conscientisés, hein. Il y en avait, c'était des vraies stratégies, on aurait dit, j'aurais pu buter quelqu'un, j'avais vraiment tout un plan, puis le lundi arrive et puis il se passe rien. Et la culpabilité est très forte, parce que là j'ai une deadline, j'ai un mariage qui doit arriver en septembre 2023. Ce mariage-là, on va pas le bouger. Ce mariage-là, il va se passer. Et si je n'y arrive pas à arriver au mariage avec dans le corps et dans la tête que je mérite, j'aurais échoué. Et là, il n'y a pas de... On verra le mois prochain, on se laisse 6 mois de plus et tout. J'ai une vraie échéance. Février, les premiers essayages de robe de mariée, pire moment de ma vie. Déjà, je trouve que c'est nul. C'est plan-plan, bon bref, c'est un autre sujet. C'est hyper stéréotypé. Et votre mari, vous croyez qu'il va vous aimer dans cette robe? Je sais pas, peut-être demande-moi si moi je m'aime déjà dans cette robe. Il y a plein de trucs que j'ai pas du tout aimé, passons. Moi, grâce à toi, juste, je me suis mariée en robe tagine banane et j'ai beaucoup aimé porter ta robe. Ouais, merci, c'est gentil. Et là, voilà, on est vraiment dans un truc de tu dois t'emballer. Tu payes un truc à 3-4 000 balles pour t'emballer pour ton mari. C'est genre vraiment... Et tout le monde trouve ça normal. Bref. Et je m'emballe quand même, je joue le jeu et tout. Et je me retrouve à choisir des robes, à chercher des robes qui ne me grossissent pas, qui me vont pas trop mal, et pas du tout celles que j'aime. Genre, je vois les robes que j'aime, j'attrape celles qui potentiellement peut m'aller. Donc déjà, c'est... je sais pas si... Les gens arrivent à s'habiller, normalement, ils s'habillent, ils prennent une fringue, ils l'aiment. Mais quand tu t'habilles pour ton corps, la plupart du temps, t'aimes pas tes fringues. Et c'est quand même un sentiment très bizarre de pas aimer ta peau et de pas aimer ce que tu mets sur ta peau. Mm-hmm. Ça fait quand même un mood un peu particulier. Et tous ces petits moments ont fait que je me suis dit, il est hors de question que je foute une robe que j'aime pas. Il est hors de question que si, il est hors de question que ça. Et j'ai commencé à mettre un pied devant l'autre. En décembre, j'ai pris un coach sportif puisque je n'arrivais pas à contrôler l'assiette, comme je disais. J'y arrivais toujours pas. J'avais commencé un peu à arrêter de me resservir des petits détails. Puis t'as toujours tous les gens qui se mettent un peu pro-diététicien, pro-nutritionniste. Il faut que tu boives 1 litre d'eau. Je sais, en fait. Tu demandes à n'importe quelle personne, tout le monde sait. Tu demandes même à quelqu'un qui essaye de perdre du poids depuis 40 ans, il est capable de te dire exactement ce qu'il faut qu'il fasse. C'est pas qu'on sait pas ce qu'il faut faire, c'est qu'on n'est pas câblé. Ou du moins, tu perds le câble pour le faire. Et décembre, je prends un coach sportif. Suite à une grosse discussion, donc c'est plein de petits moments comme ça, suite à une grosse discussion avec un pote. Alors que j'en ai eu plein des discussions, surtout autour du sport. Je suis entourée que de sportifs qui m'ont dit 150 fois « Ça te ferait du bien d'aller te mettre au sport ?» Oui, je m'en doute. Et je sais pas, ce jour-là, c'était le jour où il fallait que je l'entende et tout. Et ce bot me dit « Tiens, si tu veux, je connais le numéro d'un coach. Je trouve qu'il est vraiment bien. Et c'est un gars qui a un feeling. Et
peut-être avec les gens non sportifs, puisqu'il y a plein de gens qui l'a accompagné, qui faisaient pas de sport et qui s'y sont mis vraiment et tout. Et moi, j'avais déjà essayé, bien évidemment, plein de coachs sportifs, avec des musiques douteuses et des Marcel douteux. Et le gars, il arrive, il te dit, bah là, allez, tu vas le faire. Mais c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Et en même temps, et puis des fois, j'ai eu aussi des coachs qui étaient trop, vous êtes fatigué, c'est pas grave, mais repose-toi, souffle. Bah non, en fait, c'est pas ça non plus. Parce que c'était pas les bonnes personnes, c'était pas le bon moment, et que quoi qu'on aurait pu me dire, parce que maintenant je suis capable de supporter le mec Marcel douteux pendant 1 heure et il va pas me déranger. Ou presque. Mais c'était pas mon moment. Bref, je rencontre ce mec et je commence par rajouter une session de sport par semaine. Tout simplement pour la bonne raison que je mets 1 semaine à m'en remettre derrière, physiquement. Courbature de l'enfer, incapable de s'asseoir pour aller faire pipi. Bref, hyper dur. Mais je démarre comme ça. Tu démarres donc à quelques mois de ton mariage. Ouais. Est-ce que t'aimes ça à ce moment-là ? Pas du tout. Je déteste foncièrement ce que je vis. Je m'engage financièrement, du coup, parce que le coaching, c'est un engagement financier non négligeable, entre 50, 60, ça dépend après le coach que tu prends, mais c'est de l'argent. Mais c'est de l'argent que j'avais tellement dépensé dans des achats inutiles et dans des... J'avais tellement essayé de trucs que j'étais plus trop à ça près, et c'est surtout que je n'avais plus le choix. J'avais compris que seule, je n'y arrivais pas, et qu'il fallait que quelqu'un me force. Et donc, je détestais ce qu'on faisait. Je détestais pas la personne, bien évidemment, mais... au-delà de la difficulté du sport en lui-même, parce qu'il venait à la maison, on faisait une sorte de cross-training avec un petit peu de squat, un petit peu de... je bougeais plus que je faisais du sport, finalement, parce que c'était de ressentir mon corps dans l'espace totalement faible. Je pense que les premières sensations que j'ai eues, c'est de me dire, mon Dieu, je suis pas forte. Des trucs. Il y a quelque chose, en tout cas pour moi, qui a été hyper significatif, c'est qu'avant, quand je regarde, par exemple, je déteste regarder du cirque. Et il y avait des mecs qui faisaient des trucs de fou, tu sais. Enfin, tout le monde imagine le cirque avec des pirouettes, des trapèzes, et vas-y que je retombe sur mes yep et je retombe sur un orteil sur ton épaule, nanana. Et moi, je trouvais ça nul, parce que je comprenais pas trop le truc. Mais parce qu'en fait, j'avais aucune conscience de la difficulté de ce que j'étais en train de regarder quand même. Tellement je n'avais jamais fait de sport. Donc, t'as quand même un truc où t'es dépossédé de tout ressenti parce que n'importe quel mec qui fait un gainage est capable de voir qu'un gainage sur un trapèze, c'est hyper dur, tu vois. Mais vu que t'as jamais fait de gainage, tu peux pas, même en voyant des athlètes, te dire c'est difficile. J'avais pas ce truc. En fait, c'est ça que t'expliques souvent, c'est que t'avais pas la culture autour du sport, de la aucune performance physique, avec la compréhension de la capacité du corps, non, puis je l'avais jamais du ressenti. niveau de difficulté, non, puis je l'avais juste faire un mouvement, un squat par exemple. Mais pour moi, un squat c'était facile. Juste que j'avais la flamme de le faire ou que. Mais vas-y, fais. T'en fais 10, tu commences à le sentir. Mais quand t'en fais 2 même. Est-ce que à ce moment-là, parce que on se voyait souvent dans ces périodes-là. Je sais que tu prenais des Uber au lieu d'aller marcher, que tu avais aussi, tu parlais de cette sédentarité, parce que c'est pas une seule séance de sport dans la semaine qui ont fait que tu as pu enclencher des gros changements, c'est tous les petits trucs à côté. Qu'est-ce que tu arrives à tenir ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer, qui mettent des objectifs trop hauts et qui arrêtent d'entrer. J'étais arrivée à un level de sédentarité qui était tellement fort que tout mon corps était en souffrance. Parce que là, on parle beaucoup du poids, niveau santé. Tu parlais tout à l'heure des faux départs et tout. Avec le temps, j'ai un peu pris du recul et je me suis rendu compte de tous ces moments où je me suis pas juste dit dans un miroir. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus fort que ça. Sinon, si c'était, entre guillemets, que esthétique, je suis pas sûre que ça serait une réelle souffrance. C'est que là, il y avait une réelle souffrance physique. En prenant 30 kilos sur un corps, une ossature qui a pas l'habitude de porter ces 30 kilos-là, j'avais des réels maux. Je me suis retrouvée à me bloquer au niveau des cervicales, à me retrouver sous neuroleptique parce que je faisais des névralgies. Et ça, c'est parce que j'avais trop de surpoids. Je faisais de l'arthrose. L'arthrose, je l'ai toujours. L'arthrose, elle n'est pas partie. Mais je n'ai jamais pu ressentir ma nuque de la même manière. Et donc, tous ces trucs, je me rappelle de moments de solitude extrême,
Du genre, mes cuisses se frottaient tellement qu'elles étaient en sang et j'étais obligée de mettre les 4 fers en l'air comme ça, de la crème, et pendant que ma famille partait à la plage s'amuser et moi je pouvais pas bouger, ben là t'as une larme comme ça qui coule et tu te dis mais mon Dieu, mais genre dans quel état tu mets ton corps, quoi. Et tu sors des insomnies, énormément d'insomnie, énormément de boutons de fièvre. J'ai toujours fait de l'herpès, comme herpès au niveau des lèvres, comme plein de gens, un peu de stress, un peu de soleil, une fièvre. Non mais moi c'était genre toutes les semaines pendant un moment. J'étais hyper réactive, et ça j'avais aucunement conscience que c'était une conséquence d'une inflammation et d'un corps pas en santé. J'ai un souvenir qui m'est revenu en pensant à cette interview que j'ai trouvé archi violent et pathétique, tu vois. Une fois, j'ai voulu aller faire pipi dans un resto, dans un bar à Paris. Je rentre dans les toilettes et je me dis, mon Dieu, les toilettes sont dégueulasses. C'est trop sale et tout. La cuvette était horrible. Je commence à baisser mon pantalon, à vouloir faire pipi et tout. Je commence à me mettre en squat. Au bout de 5 secondes, mes jambes qui flageolent, impossible de tenir. Je me suis assise sur les toilettes. Je sais pas si quelqu'un se rend compte de ce sentiment. Donc je me revois dans ce bar avec mes cuisses qui touchent une cuvette de toilette immonde. J'ai pleuré. Alors que j'étais en train de passer un bon moment avec mes amis, j'ai pleuré. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais c'est catastrophique, parce que là, je me suis sentie presque en danger, niveau bactérien et compagnie. Même pas capable, dans cette situation-là, de tenir mes jambes, de lever mon cul pour faire pipi. Et j'ai pleuré. Je pleure jamais. Je me suis essuyée. Tu vois, genre, je me suis tapoté les joues, je suis remontée, j'ai rigolé comme si de rien n'était, et puis je sais pas, je suis partie taper dans la pizza comme si de rien n'était. Alors que ce moment-là que je venais de vivre était extrêmement violent pour moi. Et donc tous ces petits trucs, pour moi, c'est des faux départs, parce que c'est des prises de conscience qu'on enfouit, parce que c'est des moments d'extrême solitude et de difficulté. Je pense que quand on a été en surpoids depuis toujours, en fait, ces moments-là, ils existent depuis très longtemps, et on vit avec. Tu passes au-dessus jusqu'à ce que peut-être il y ait des moments qui soient trop difficiles. Et tous ces trucs, tu t'esquives. Et moi, ma condition financière ou sociale, bien entourée, un mari, plein de potes, un peu de thunes et tout, je m'en sortais pas si mal. Hein. J'arrivais à esquiver, comme je disais, en rachetant des fringues et à me voiler la face et à éviter. Je prenais même pas... j'habite à 15 minutes porte à porte de mon travail. Je prenais des Uber pour y aller. Et je trouvais ça pas normal, mais pas dérangeant. Déjà, je claquais 40 balles en Uber par jour, normal. Et c'est pour la planète, pour mon corps, il n'y a rien qui va. Mais j'avais pas vraiment le choix. Quand j'étais dans des métros en déplacement pro, j'étais capable de faire la queue 10 minutes derrière une nana avec sa poussette et des grosses valises juste pour prendre l'ascenseur. Il y a 4 marches, meuf. J'attendais. Et ça, je me rendais même plus compte. Jusqu'à ce que j'essaye de me bouger et que... je crois qu'à ce moment-là, c'était la personne à qui je faisais du sport m'avait clairement dit... de ne pas chercher à aller rajouter des séances de sport, de ne pas chercher à enlever des choses de ma vie, mais plutôt aller rajouter aller modifier, mon quotidien. On cherche pas à enlever des assiettes, on va chercher plutôt à modifier ou à aller réfléchir à une certaine logique qu'on a tous et toutes, et donc commencer par, t'as un escalator, tu prends l'escalier. Et ça, je le dis souvent maintenant dans mes stories. Parce que ça a changé totalement ma façon de voir. Et je trouve que quand quelqu'un qui n'est pas sportif, on lui dit va faire du sport, c'est comme si tu dis à un mec qui a soif, va boire de l'eau. Genre, on le sait, c'est facile à dire. Moi, je trouve que c'est pas ce qu'il faut dire à quelqu'un qui n'est pas sportif, qui n'a pas eu cette culture, qui n'a pas eu la chance d'avoir été enfant et d'aller faire des treks avec ses parents, du vélo, du machin et tout. Donc, du coup, qui a eu cette culture de l'activité physique. Pour moi, il faut simplement dire à quelqu'un qui veut faire du sport, voilà, mets-toi en activité, mets-toi en mouvement. Le mouvement amènera le sport amènera peut-être des compètes, on s'en fout de ça. Mais genre, vas-y, rentre déjà en mouvement. Et on sous-estime le pouvoir du mouvement, et je pense que c'est totalement ça qui a insufflé un espèce de mouvement positif, de changement par des tout petits trucs débiles.
Et tu sais qu'ici, donc, on est au Club Med, on est invité au Podcast Club. Nous, là, on enregistre au 5e étage et moi, je dors au 7e. Je ne prends pas l'ascenseur, Alison, je prends les escaliers. Et tu sais pourquoi ? Je pense toujours à ce que tu dis en disant, si vous avez le choix, prenez l'option des escaliers. Ça n'a pas rêvé, tu vois. Alors, c'est pas grave pour moi de prendre l'escalier, enfin l'ascenseur, mais je suis là, mais elle a raison en fait. J'ai 2 étages à monter, évidemment que je vais prendre les escaliers. T'imagines l'influence que t'as pour moi. Ouais, c'est gentil. L'influence que t'as eu pour moi. Mais voilà. Mais tu vois, ces petits mouvements, changements que t'as mis en place ont amené derrière des changements radicaux de façon de vivre. Ouais. Parce qu'après, là, tu fais ces petits changements et tu découvres Dynamo, qui est un concept de sport où on fait du cycling en salle. Qu'est-ce qui fait que tu mets un pied dans une salle comme ça, qui peut être très intimidant, et qui fait que derrière, t'enclenches un changement majeur? Si vous avez aimé cet extrait qui est assez court parce qu'on aime vous proposer des formats différents dans vos vies à 1000 à l'heure, eh bien, il suffit de cliquer dans les liens de l'épisode pour pouvoir accéder à l'épisode dans son entièreté. À très vite.